Deuxième partie du débriefing de ce Grand Prix de Singapour sur F1 ITV, le débriefing des Français, bien sûr. Ziv, bon, alors il n'y a pas mille choses à dire, parce que malheureusement ils sont passés un peu à côté de leur sujet, pour des raisons diverses et variées. Le pauvre Romain Grosjean n'a rien à se reprocher. Il avait réussi une formidable qualif, parce que aller chercher le troisième temps, ils ont parfaitement géré la Q3. Et Romain, pour ça, voilà, la vitesse est là, le talent est là, et pour l'instant, en plus, il est relativement en confiance, il a le vent dans le dos, et il sait que voilà, le départ de Kimi, quelque part, ça le soulage peut-être, ou ça le renforce, ça le met en confiance pour l'avenir, parce que Éric Boulier, derrière, fait le boulot. Mais là, franchement, Romain, impeccable. Au départ, peut-être, surpris, mais c'est vrai qu'Alonso ferait un départ de folie, et que Romain, quand même, toujours un peu en dedans, parce que les problèmes rencontrés l'an dernier doivent rester dans un coin de sa tête. Mais après, bon, franchement, c'est vraiment de la malchance. Oui, c'est vraiment une occasion de rater. C'est dommage pour Romain. C'est dommage pour Lotus parce que il y avait un beau coup à jouer. Romain s'est super bien qualifié en troisième position. Bon, moi, je regrette un peu son départ fort prudent et pour les raisons que tu évoques. Effectivement, les souvenirs de ses erreurs de l'année passée sont encore probablement dans son esprit et qui joue la sécurité. Donc il se retrouve je préfère ça. Il se retrouve sixième. Il avait de toute façon un bon coup joué. Et normalement, c'était lui qui se retrouvait sur le podium devant Kimi s'il n'avait pas eu son problème. Ça, c'est vraiment rageant. En plus, c'est une écurie qui a besoin de gros résultats. Et bon, il y a eu quand même pas mal de choses à dire ce week-end avec la communication de Kimi Raikkonen qui n'a pas été tendre avec son équipe. Qui a balancé. Alors Kimi, bon, il fait une course d'enfer et la voiture est là. Parce que franchement, pour faire la qualif de Romain et la remontée de Kimi en course, la voiture, elle est super performante. Or, qu'est-ce qu'on apprend avec les problèmes financiers de Lotus, le cash flow qui manque, on apprend qu'il y a des fournisseurs qui ne sont pas payés, que le carbone n'est pas livré, que... il y a des ingénieurs il y a une fuite de cerveau, clairement, qui auraient des prestataires ou même des collaborateurs qui n'ont pas été payés ou qui sont payés en retard. Kimi lui-même qui rend public, qui officialise le fait que la raison de son départ, c'est ça, et que c'est récurrent. C'est vrai que ça fait peur. Et ce qui m'inquiète encore davantage, pour être franc, c'est l'attitude des responsables de Lotus par rapport à ces rumeurs qui n'en sont pas, qui finalement il semblerait que ce soit fondé, eux-mêmes ne le cachent pas, et la manière dont Gérard Lopez se comporte en conférence de presse jeudi, où le pauvre Éric Boulier qui est en première ligne dans le paddock à longueur de journée avec des questions, certes, délicates et sensibles à traiter, moi j'ai quand même l'impression qu'ils sont tout à fait à côté de la plaque. Oui, et pour que Kimi révèle ça au grand jour, c'est que vraiment il a dû en avoir marre et que, bon, d'un côté je trouve ça pas très sport de sa part de cacher pas nécessaire. C'est peut-être pas nécessaire, mais d'un autre côté, bon, c'est son trademark, c'est sa manière de faire, il est honnête, il dit ce qu'il pense, etc. D'un autre côté, je suis un peu déçu qu'ils ne disent pas, oui, je vais chez Ferrari par passion, parce que la Scuderia, parce que c'est l'histoire de la Formule 1. Ils disent, non, c'est vrai que je pars pour des raisons bassement financières. C'est vrai que c'est pas très élégant. Donc c'est pas très très élégant de sa part. D'un autre côté, bon, c'est son caractère. Ça montre aussi qu'il est très très difficile de nos jours de boucler un budget en Formule 1, que ce soit Lotus a des problèmes, Sauber a des problèmes. Donc, je crois que le 3/4 de la grille a des problèmes pour boucler son budget. Et ça, c'est vraiment significatif. Et malgré tout, je trouve que chez Lotus, ils se débrouillent bien, parce que la voiture est compétitive et Kimi est revenu du diable au vert pour accrocher un podium. C'est pour ça que je comprends pas leur communication. Voilà. En gros, ils devraient dire no comment. Le linge sale, on le lave en famille, et ça ne concerne pas les médias. Notre gestion, elle nous regarde. Le fait que Kimi mette ça sur la place publique, certes, ça n'est pas bon, mais c'était déjà dans l'air. Le jeudi à Spa, quand il se fait porter pâle, c'est clairement un bras de fer entre Robertson et Lotus pour dire maintenant il faut payer, sinon Kimi ne vient pas carrément. Il vous plante là au milieu du gué. Ils auraient été capables de le faire. C'est pour ça que chez Lotus, je ne pense pas qu'ils aient pris le risque. Enfin, ça te dit à quel point il y a le feu dans la baraque quand même. Et c'est dommage, comme tu dis, parce que c'est une équipe qu'on aime bien, qui est formidable, qui a une bonne auto.
Alors que justement l'équipe de com, parce qu'entendons-nous bien, l'équipe de com de Lotus fait un travail extraordinaire, hein, et ils ont cet humour, ils ont ce recul. Hein, souvenez-vous de Kimi s'en va, ça fait un peu mal, mais Ce cartoon, magnifique. La photo avec les deux lapins sur les réseaux sociaux. Bon, ça c'est formidable de voir cette dérision et ce sens de l'humour, mais la réalité malheureusement elle est que que ce soit Gérard Lopez ou Éric Boulier, ben, ils éteignent les incendies et ça se voit. Et donc c'est très mauvais pour les investisseurs potentiels parce qu'on se dit, attendez, là, le panier est percé, qu'est-ce qu'on va faire, quoi, au secours. Voilà, je suis un peu perplexe. Et pour rebondir sur ce que tu disais, le règlement 2014, avec ces nouveaux moteurs, ben, ça fait peur à tous ces teams qui sont pendus financièrement. Tu parles de Sauber, mais il y en a d'autres. Ou d'autres qui dépendent que du bon vouloir de Vijay Mallya chez Force India ou chez Williams, ils sont pendus pareil. Je ne parle pas des petites équipes, donc c'est quand même un sujet c'est clair, explosif. Et partout, hein, ils se rendent compte que c'était une erreur ce changement de moteur, ça leur coûte une fortune. On en parlait à Monza, Christian Horner qui disait on aurait dû arrêter cette histoire et on n'a pas eu le courage. Mais parce que c'est vraiment... Christian, un peu la voix de son maître. Hein, Mr. E, derrière, on l'entendait. Mais bon, tout l'est d'abord. Et ensuite, la réflexion, quand même, me semble très à court terme. Quoi. Clairement, la F1 doit s'adapter à l'évolution de l'industrie automobile en général. Et en cela, cette nouvelle réglementation est probablement exemplaire, ou en tout cas, elle va dans le bon sens si on communique bien dessus. Et il y a moyen de faire beaucoup d'économies sur beaucoup d'autres postes en F1. Le problème, c'est que les teams sont incapables de s'entendre. Et là, il y a un gros boulot à faire, notamment de la part de la FIA. Mais ça tombe mal, on est en pleine période électorale. C'est quand même la guerre atomique, parce que ça va être sanglant, entendons-nous bien, entre Jean Todt et son opposant David Ward. Et donc, chacun va tirer la couverture et chacun va viser ses intérêts personnels à court terme avant d'envisager l'intérêt général à long terme. Et c'est le problème de la F1 actuelle, je crois. Oui, et alors qu'on parle d'économie d'échelle et de problèmes de budget de telle et telle écurie, on nous annonce ce week-end qu'il n'y aura pas, non pas 21 épreuves, 22 épreuves au championnat l'année prochaine. Bon, ça commence, on se demande, si ça ne fait pas un peu trop, voilà, trop de Grands Prix ne vont pas tuer les Grands Prix. Ouais, ben déjà maintenant, hein, avec un championnat qui est plié, qui va être vraiment enthousiaste à l'idée de regarder la Corée et le Japon à la fine pointe de l'aube un dimanche matin. Bon, c'est un autre débat. Revenons à nos moutons, si tu veux bien, et à nos moutons tricolores. Ah oui, parce qu'il faut parler de notre tricolore. Jean-Éric et des deux autres, naturellement. Alors Jean-Éric, bon, Toro Rosso, grosse déception quand même, hein, après les qualifs. Oui, ces derniers temps, on a l'impression que chez Toro Rosso, il y en a un qui arrive à très très bien se qualifier, c'est Ricciardo. Et puis après, en course, tous les deux sombrent, très souvent. Oui. Jean-Éric n'est pas loin, hein. En qualif, de nouveau, il rate la Q3, oui. Mais on parle d'un dixième, hein, donc ok. C'est un circuit quand même pas évident, il y a 22 virages, bon, sans vouloir non, tout à fait, protéger Jean-Éric outre mesure. Non, c'est vrai que sur ce coup-là, ils ont fait quasi jeu égal, mais il faut constater que c'est Ricciardo qui est en Q3. Et en course, bon, les deux Toro Rosso étaient inexistantes. Et Jean-Éric a dit en conférence de presse après que l'après-midi a semblé vraiment très très longue, interminable, parce que c'est vrai que il ne savait pas faire mieux que 14e. Bon, il avait des choses à gérer. Avec une stratégie qui était peut-être pas la meilleure, il a eu des petits soucis de surchauffe, etc. Mais bon, l'auto n'est pas dans le coup le dimanche, et c'est quand même assez récurrent chez Toro Rosso. Ricciardo dans le mur, bon, ça, je ne vais pas dire que c'est une bonne nouvelle parce que c'est trop tard, hein, puisque Red Bull a fait son choix. Mais quelque part, c'est significatif aussi de la pression. Hein, et Ricciardo, il a surconduit sur ce coup-là. Voilà. Oui, bon, et puis la difficulté du circuit qui ne pardonne rien. Une petite erreur se paye cash, ok. On l'a fait avec Di Resta aussi, c'est vrai. Voilà. Alors, Charles Pic et Jules Bianchi, derrière, bon, ils se sont bien bagarrés entre eux dans le premier relais après le départ, parce que Charles avait été un peu enfermé et il s'est retrouvé derrière Jules. Il finit par le passer, mais bon... C'est quand même, ils étaient d'abord derrière leurs équipiers respectifs, ce qui est quand même pas terrible. Hein. Van der Garde, sur ces circuits en ville, d'abord il progresse, et puis sur ce genre de circuit, souvent il est performant, et il est toujours très, comment dirais-je, vite en action, hein, au départ.
Oui, là, il progresse, hein, Van der Garde, parce que jusqu'à maintenant, c'est vrai, comme tu dis, des fois, il se qualifiait très bien dans les circuits sinueux, et puis après, en course, il faisait un peu n'importe quoi. Mais là, il est devenu solide. Là, il a fait une belle course Il avec fait- les Williams. Et malheureusement, Charles Commence à avoir fort après à une voix au faire. chapitre. Bon, ok, alors ils ont changé de stratégie en cours de route, etc. Je veux bien, mais ça manque un peu d'éclat, ça manque un peu de brillance. Et là, voilà, il y a une petite inquiétude. On sait que Caterham a confirmé avec Renault pour l'an prochain. La logique voudrait que Charles reste là, mais si c'est pour faire pareil ou pas mieux qu'un Van der Garde, il y a quand même de quoi se poser des questions. D'autant plus que Tony Fernandez commence à dire le plus grand bien à nouveau de Kovalainen. Donc on commence à se faire un peu de soucis pour Charles, parce qu'on a entendu dire qu'effectivement, que ses soutiens à l'époque, Lagardère et tout ça, n'étaient plus aussi présents que... Lagardère, ils sont inexistants, ils sont plus là. Non, bon, il y a la famille, il n'y a pas de problème pour Charles, mais au-delà de ça, il y a un souci, voilà, comme tu le dis, et Kovalainen, c'est vrai que par rapport à ce nouveau règlement et aux enjeux de l'année prochaine, un Tony Fernandez peut très bien dire, je fais une croix sur quelques millions, pour avoir un mec qui fait le boulot et qui assure des résultats. Bon, on souhaite quand même à Charles de relever la tête. Jules Bianchi, bon, chez Marussia, voilà, pour l'instant, c'est sans espoir. Il a eu une course un peu, comment dirais-je, sauvage. Hein. Il a eu des problèmes de sélection de boîte, il a changé de volant. Enfin bref, il s'est retrouvé derrière Max Chilton, ce qui est un peu la honte. Oui, mais bon, ça peut arriver, parce il aura probablement toute une liste de problèmes qu'il aura à nous énumérer. Et c'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est que dans le paddock, tout le week-end, on a entendu quand même pas mal de gens qui disent, voilà, s'il y en a un qui mérite de changer d'écurie et d'avoir une bonne voiture, c'est Jules Bianchi. On a entendu Mark Webber le dire et plein d'autres gens le dire. Donc, ce qui est sympa, c'est de voir que la cote de Jules est encore bien haute dans le paddock. Et bon, espérons qu'il aura un break quelque part pendant l'intersaison. Voilà, même si la fin de saison va être longue, parce que surtout ces circuits, Corée, Japon, et puis Abu Dhabi, etc. Enfin bon, Marussia, ils n'ont pas les moyens de progresser, c'est fini. Et donc ils sont un peu bloqués là derrière. Et donc ça va être long pour Jules, comme sans doute pour Charles Pic et peut-être même Jean-Éric. Voilà, il faut aller au bout, et il faut rester professionnel, comme tu dis, il faut rester constant, il faut rester bankable. Et ce qui est très sympa, c'est que Jean-Éric, lui, il est assuré de son volant pour l'année prochaine. Et ça, c'est chouette, on est tranquille. Et voilà, on termine la saison un peu en roue libre. Et Romain, sans doute aussi, parce que franchement, s'il ne fait pas de bêtises, il n'y a aucune raison que Lotus s'en passe à l'avenir. Voilà. L'avenir, ce sera donc le Grand Prix de Corée dans 2 semaines, et on sera fidèle au poste sur F1 ITV. Certainement.